Bonjour à tous. Bonjour, moi je suis Kevin Fender, je fais partie de l'équipe partenaire chez Google Cloud. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis chez Google Cloud. Le cloud et Google Cloud, je pense, c'est un travail de conviction. Donc je remercie vraiment Zenica et je remercie Anthony, le directeur de la BU Lyonnaise, de nous accueillir aujourd'hui pour vous parler du Green IT. C'est un sujet qui est très important et au cœur de ce qu'on vit et de ce qu'on veut faire chez Google Cloud. Quand on s'est lancé, moi j'ai rejoint le Google Cloud en 2017, on parlait déjà de Green IT à une époque où ce n'était pas encore vraiment le sujet du moment. On annonçait déjà des engagements sur la neutralité carbone. On en reparlera aujourd'hui, mais aujourd'hui on veut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on veut que l'ensemble de nos data centers soient alimentés par des sources d'énergie renouvelable, et on reviendra dessus. C'est aussi un travail de conviction des partenaires. Et c'est pour ça qu'on est ravis que Zenica nous accueille aujourd'hui pour discuter de ça, pour discuter du Green IT. Quand Zenica est devenu partenaire il y a 3 ans, c'était un vrai effort de conviction aussi de leur part, de nous accompagner à un moment où Google Cloud n'avait pas forcément encore l'envergure qu'il a aujourd'hui. Grâce à des personnes comme Julien Landuré, que vous connaissez sans doute, le CTO côté GCP chez Zenica. Voilà, donc aujourd'hui on est vraiment ravis d'être là avec vous. Je passe la main à Antoine qui vous présentera un petit peu le partenariat Google Cloud. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui chez Zenica? Merci Kevin. Du coup Antoine, donc moi je suis responsable du partenariat côté Zenica sur la partie commerciale du partenariat du coup qu'on a avec Google Cloud. Et comme le disait Kevin, on anime ce partenariat en binôme avec Julien Landuré, qui est du coup directeur technique chez Zenica. Sylvain, tu peux enchaîner sur les slides. Aujourd'hui, donc on est là pour vous parler de Google Cloud et du coup de la partie Green IT également, qui est une conviction assez forte côté Zenica. Donc dans un premier temps, une petite introduction. Ensuite, on va avoir Sylvain qui va nous parler de tout ce qui est Green IT et de l'approche systémique qu'on peut avoir dessus. Vincent nous fera un focus sur Carbon Footprint, qui est du coup la nouvelle solution qu'a sorti Google Cloud pour pouvoir évaluer l'empreinte qu'on peut avoir sur nos différents projets. On aura un petit quiz qui sera animé par Marjorie ici à Lyon. Et puis après, toute une partie questions-réponses. Et pour les chanceux qui sont là en physique, on aura une dégustation de vin. Vas-y Sylvain. Alors en chiffres clés, simplement une petite brève introduction pour ce que représente le partenariat côté Zenica et l'importance que ça a chez nous. Ça fait 3 ans qu'on est partenaire, comme le disait Kevin. Aujourd'hui, on est partenaire à 3 niveaux, sur la partie consulting, sur la partie formation et sur la partie resell, qui est vraiment toute la partie projet et gestion depuis Zenica. On a 22 certifiés au sein du groupe, donc majoritairement sur toute la partie cloud architect, mais également sur toute la partie data, machine learning, IA, et également sur tout ce qui est gestion des API. On anime des formations, on a 6 formateurs qui sont agréés, et on a pas mal de case studies et de références en commune avec Google. Next, Sylvain. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une répartition géographique qui couvre l'ensemble du territoire français. Comme ça nous permet vraiment d'accompagner nos clients, peu importe leur localisation. Ça, c'est une chance qu'on a parce que ça nous permet vraiment d'avoir une répartition aussi bien en termes sur l'ensemble de l'offre qu'on a, que ce soit sur la partie service ou sur la partie training. On est en capacité d'accompagner nos clients de façon locale et on les accompagne sur différents sujets d'expertise, que ce soit du move to cloud jusqu'à la partie data, jusqu'à la partie application development. Et application development, c'est notamment un sujet sur lequel nous, on vient aujourd'hui de passer une spécialisation, qui est une reconnaissance de la part de Google, de l'expertise que Zenica peut avoir sur ce sujet. Et donc, on a vraiment pas mal de case studies et de clients qu'on accompagne au quotidien sur ces sujets. Next, Sylvain, après c'est ce que je viens de vous présenter. On accompagne vraiment pas mal de clients sur toute la partie développement d'applications sous Google Cloud. Et je vais laisser la main après derrière à Sylvain pour vous parler vraiment de toute la partie Green IT. Laisse-moi 2 secondes, Sylvain, le temps que je reset tout.
Vas-y, tu peux y aller. Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc commencer la partie technique de cette matinale en essayant de voir comment la thématique du cloud s'inclut dans la thématique Green IT. Est-ce qu'au niveau du son, c'est bon à distance? Ouais, c'est bon, je pense. Donc, si c'est bien comme ça, on peut laisser. Pour commencer, présentation rapide, je m'appelle Sylvain Rivero. Je travaille depuis un plus de 20 ans dans l'informatique. Une de mes premières missions, c'était de vérifier qu'un parc informatique passait l'an 2000. Donc ça vous permet de situer quand j'ai commencé à travailler. J'ai fait pas mal d'administration système, d'administration réseau. Et puis, je suis tombé dans le monde du DevOps il y a une dizaine d'années à peu près, puisqu'à l'époque, je travaillais dans l'intégration système. Développement tout chaud sorti du four des développeurs et essayer de les faire fonctionner sur des plateformes de production. Et à l'époque, on travaillait très en coupure entre les équipes de développement et les équipes d'opération. Ce n'était pas efficace. On avait des devs qui ne savaient pas trop une plateforme de prod et un nombre de formation, de sensibilisation dev de ce que c'était le métier d'Ops, etc. Et puis un jour, lors d'une conférence, j'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui travaillaient sur ce sujet, que ça s'appelait DevOps, et j'en ai fait mon métier. C'est aussi le moment où le cloud public a commencé à arriver sérieusement en France, et donc toutes ces thématiques d'automatisation m'intéressaient fortement. Depuis 2 ans et demi maintenant, je me forme sur la thématique du numérique responsable au sens large, et puis plus précisément sur les aspects Green IT, avec un focus sur, on va en parler un tout petit peu plus tard. Et puis un autre de mes dadas, tout ce qui a tourné autour des pratiques collaboratives et de l'innovation managériale et organisationnelle, notamment le référentiel management 3.0 de Jürgen Appelot. Et donc, je suis consultant sur ces différentes thématiques et j'ai aussi la casquette de direction technique de l'agence de Rennes. Alors, on va déjà essayer de situer respectivement le numérique responsable, le Green IT, l'IT for Green, etc. Et puis, on va aussi parler de ce besoin d'avoir une approche systémique. On va faire un focus sur quels sont les impacts écologiques de l'IT. On va continuer à zoomer en regardant les impacts spécifiques liés à l'hébergement de services numériques et puis voir un petit peu sur les impacts du cloud pour mettre ensuite sur un tremplin sur la partie présentation de Google. Alors, pour commencer sur le site, peut être un peu difficile puisque finalement, on utilise plein de termes différents quand on parle d'écologie et d'informatique. J'ai essayé là d'en projeter une typologie qui est loin d'être parfaite, et puis c'est volontairement un diagramme de Venn parce qu'il y a pas mal de notions qui se recoupent. Dans ma vision, le numérique responsable regroupe tout ce qu'on voit à l'écran, notamment le côté Green IT, mais également le côté IT for Good, Tech for Good, dans lequel on va trouver l'IT for Green et le Green by IT. Alors je vais essayer un petit peu trouver les concepts d'optimisation, mais on concept de sobriété numérique dont on reparlera à la présentation. À côté de ça, on va trouver un contexte qui est l'IT for Good et dans lequel l'IT for Green s'inclut, qui est l'idée de l'informatique, utiliser de l'IT sur les impacts environnementaux. Et donc, typiquement, lorsqu'on va utiliser, lorsque les chercheurs qui produisent les rapports qui sont ensuite utilisés par le GIEC utilisent des modélisations de machine learning pour modéliser le climat, on est plutôt dans le domaine de l'IT for Good et en l'occurrence de l'IT for Green. Et puis, on va trouver d'autres termes, donc l'informatique équitable, la sobriété numérique. Et puis, ce terme d'éco-conception de services numériques qui cherche à visualiser comment on peut réduire les impacts des services numériques qu'on produit, mais aussi, tant qu'à faire, utiliser ces services numériques pour réduire les impacts
la bulle qui s'appelle Green IT. Et quand on parle d'impact écologique, c'est d'être capable d'avoir une approche dite systémique, c'est-à-dire de se rendre compte que l'outil informatique ou le produit ou le service qu'on va analyser s'inclut dans un système à différents impacts potentiels à différents Excuse-moi moments Sylvain, je suis désolé de te de son couper, on n'a cycle plus de de son vie. dans la salle. J'ai mis Est-ce que tu peux attendre l'exemple 5 secondes, s'il te plaît? d'une jolie Tesla, parce que la voiture électrique est un bon exemple de ce sujet, et notamment de la thématique qu'on appelle les transferts de pollution, de réduire les impacts si on n'a pas cette approche systémique. Ah, il semblerait que j'ai un problème de réseau. Ouais, allô? Vous n'avez pas de son. Connecté. Moi, je t'entends, hein. Tu m'entends? Ouais, ok, j'entends Vincent aussi, donc c'est plutôt de votre côté qu'il y a un problème. Ouais, ok, ça marche. Ouais. Hop. Alors, est-ce que ça fonctionne là? Ça fonctionne Sylvain, désolé. Mathieu, c'est bon de ton côté? Ok, à quel moment ça a coupé? Il y a environ 5-6 minutes. Quand j'étais en train de parler de ce que j'affiche maintenant, là, le côté les différents sous-ensembles du numérique responsable, c'est ça? Juste après, ouais. Ça s'appelle Take for Green. Juste après, ok. Donc, ce que je disais, dans cette matinale, sur tout cet ensemble de thématiques dont on peut parler sur qui est le numérique responsable, on va faire un zoom plutôt sur la partie Green IT et donc sur comment on optimise les usages de notre informatique. Quand on travaille sur ces thématiques écologiques, d'impact écologique d'un produit ou d'un service, quelque chose qui va être c'est le fait de bien service dans son intégralité, d'avoir une approche vis-à-vis de ce produit ou ce service. Ça veut dire avoir cette approche systémique, ça veut dire non seulement regarder que peut avoir ce service, mais aussi bien les considérer sur là. Lorsqu'on passe d'une voiture thermique à une voiture électrique, si on considère que le critère émission de gaz à effet de serre, et si on considère que la voiture électrique est beaucoup plus écologique que la voiture thermique. En effet, puisque dans sa phase d'usage de son cycle de vie, une voiture électrique ne va pas émettre de gaz à effet de serre, là où une voiture thermique le fait. Néanmoins, si on n'a pas de recul là-dessus, et si on regarde les différentes phases, déjà nous amener, ça émet plus qu'une voiture thermique dans sa phase de fabrication. Ça va déjà nous amener à intéressante que la voiture thermique sur le plan des émissions de gaz à effet de serre. On l'utilise suffisamment longtemps pour amortir le seuil de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est la première chose, bien regarder les différentes étapes du cycle de vie. Et puis, deuxième chose importante, bien regarder les différents critères, parce que les gaz à effet de serre, c'est un critère d'estimation des impacts environnementaux, mais c'est un critère parmi d'autres, puisque typiquement, les voitures vont aussi l'exemple de la voiture électrique, pour fabriquer, par exemple, les batteries des voitures électriques, il faut un certain nombre de matériaux, mais dans le cas le plus utilisé, et que l'extraction de ce lithium et la production des batteries vont avoir d'autres impacts. Ils vont également avoir des impacts de type émission de gaz à effet de serre, mais aussi d'autres impacts, notamment sur la pollution des sols, sur la pollution de l'eau, sur l'utilisation d'eau douce, etc. Et donc,
finalement, ça nous amène au fait que répondre à la question est-ce que quelque chose est plus écologique, est-ce qu'un produit ou un service est plus écologique qu'un autre, c'est pas forcément si trivial que ça. D'y apporter une réponse. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'analyse de cycle de vie. Une méthodologie, pour le coup, qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, c'est quoi? C'est prendre en considération l'intégralité du cycle de vie du produit qui est étudié, donc entre le moment de transporter le produit, la phase d'utilisation et puis la phase de fin de vie, avec la possibilité ou non de recycler tout ou partie des éléments du produit. Donc multi-étapes, et puis l'autre aspect, dans ce sens où on va non seulement regarder des critères qui sont très regardés dans le cadre du dérèglement climatique comme les émissions de gaz à effet de serre, mais également d'autres critères comme les matières premières qui sont nécessaires pour le produit entre sur l'environnement, la pollution des sols, la pollution de l'eau, les déchets, le réchauffement climatique, enfin, les émissions de gaz à effet de serre qui entraînent du réchauffement climatique, etc. etc. Donc c'est important de bien cibler cet outil qu'est l'analyse de cycle de vie, et donc on va notamment continuer à parler des différentes étapes du cycle de vie dans la suite de cette présentation. Alors maintenant, une fois qu'on a posé ça, si on essaye de zoomer un petit peu sur quels sont aujourd'hui les impacts écologiques de l'IT au sens large, de nos activités autour de l'informatique. Alors je vais m'appuyer par la suite beaucoup sur les chiffres de 2 études de greenIT.fr, une sur l'empreinte environnementale du numérique mondial et une autre sur l'empreinte environnementale du numérique en France. Ce sont 2 études qui sont publiques que vous pouvez retrouver sur greenIT.fr. Il y a bien entendu d'autres études qui existent. Celle de greenIT.fr a le mérite d'être assez complète. Alors, qu'est-ce que nous dit cette étude? Elle nous dit que si on regarde un certain nombre de critères qui vont être la consommation d'énergie primaire, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, la consommation d'électricité, etc., on va se situer, si on met à part la consommation d'eau qui est plus faible, mais on va se situer dans une fourchette entre 4 et 5% des impacts globaux de toutes les représente environ 5% des impacts écologiques des activités humaines. 5%, on pourrait se dire que ce n'est pas forcément énorme. Le parallèle qu'on fait souvent, c'est de dire que c'est supérieur à l'empreinte de l'aviation civile. Mais surtout, ce qui est préoccupant, la plupart des études convergent vers le fait que cette tendance, elle est à la hausse. Et elle est à la hausse de manière assez forte. Typiquement, dans l'étude... toujours dans l'étude citée empreinte environnementale du numérique mondial de greenIT.fr, on dit que l'empreinte du numérique sur l'énergie va faire environ x2,9 sur x3,1, etc. Et dans une démarche dans laquelle on cherche plutôt à diminuer au maximum nos impacts, c'est préoccupant de se dire que l'information... Alors, si on essaie de quelques petits chiffres, le de fait, c'est à peu près le même impact que si on avait l'équivalent de 1,5 milliard de salariés français qui prenaient leur voiture pour aller travailler pendant 1 an. Ça, c'est les impacts des émissions de gaz à effet de serre. En termes d'eau, c'est 242 milliards de packs d'eau minérale. En termes de consommation d'électricité, c'est comme si on avait 82 millions de radiateurs de 1000 watts qui étaient allumés en permanence. Donc évidemment, on est dans des ordres de grandeur qui sont extrêmement importants. Et puis, si on regarde de ces différents impacts entre les trois grandes familles d'activités qu'on va avoir dans l'IT, c'est-à-dire l'utilisation des terminaux utilisateurs, l'utilisation du réseau et l'utilisation des serveurs et des data centers, on voit que déjà on a un effort qui apparaît lorsqu'on essaie de ne serait-ce que mesurer de combien d'équipements on parle. On a aujourd'hui
environ 67 millions de serveurs déployés dans le monde pour 34 milliards de terminaux clients. Donc, dans les terminaux clients, on va mettre les smartphones, on va mettre les ordinateurs fixes et puis on va mettre tout ce qui est l'IoT, dit IoT grand public. Donc 34 milliards de terminaux clients, 67 millions de serveurs, 1,5 milliard d'équipements réseau. Et puis des impacts qui sont essentiellement dus à la fabrication des appareils. Alors, si on regarde un petit peu cette dans la vision plus française, donc qui est dans l'étude INU, eh bien, en France, la part qui est plutôt du côté des terminaux utilisateurs, par exemple en termes d'énergie, est de 64%, là où la part des centres informatiques sert 84% côté utilisateur, 6% centre informatique. Alors, c'est important de préciser que ces chiffres-là, ils sont donnés pour la France. Ils ne sont pas forcément exactement les mêmes dans le monde, parce que notamment sur le chiffre des impacts en termes de gaz à effet de serre, en France, on a la chance de bénéficier d'un mix énergétique qui est très peu. On a historiquement pas mal de centrales hydroélectriques et surtout parce qu'on a beaucoup de centrales nucléaires qui émettent peu de... Donc, évidemment, si on se projette à l'échelle mondiale, les proportions ne seront pas très les mêmes. Mais on reste dans un ordre d'idée quand même dans lequel l'impact va surtout être du côté des utilisateurs et des terminaux utilisateurs. Et lorsqu'on zoome la matinale, on verra que au moment finalement, la phase d'utilisation est beaucoup moins importante. Typiquement, on dit qu'un où il est neuf et on le déballe, il a déjà à peu près émis 80% de ses impacts. Et donc, dans la suite de la matinée, ben, on va zoomer sur la partie du bas, sur la partie centre informatique, donc avec cette sur ces impacts-là. Et donc, si on se focalise sur les aspects hébergement et qu'on essaie de reprendre cette vision en termes d'impact sur le cycle de vie, on va trouver trois grandes familles d'activités et de produits qui vont avoir des impacts sur l'environnement dans le data center. On va d'abord trouver les bâtiments qui permettent d'héberger les centres de données, les centres de données, les centres informatiques. On va avoir des impacts, ce que j'ai appelé ici les équipements annexes, c'est-à-dire des équipements qui ne sont pas purement des équipements informatiques. Typiquement, les équipements qui vont être utilisés pour le refroidissement des machines, mais qui vont être utilisés pour assurer la sécurité physique des bâtiments, la gestion de l'énergie, etc. Et puis, évidemment, tout l'impact des équipements informatiques en tant que tels. Et dans l'impact des équipements informatiques, on va essentiellement avoir les impacts des serveurs qui vont être majoritaires au sein des data centers. Et puis, autour des serveurs, les équipements réseau et les équipements de stockage qui vont être nécessaires pour faire fonctionner toutes les charges de travail qui sont posées sur ces data centers. Donc, si on réfléchit un petit peu à tout ça, les impacts des bâtiments, on va notamment les trouver au moment de la construction des bâtiments, de la fabrication. Aujourd'hui, construire un bâtiment, c'est extrêmement impactant d'un point de vue environnemental, que ce soit en termes de gaz à effet de serre, mais aussi en termes de ressources nécessaires à extraire pour produire ce bâtiment. Donc, on va avoir des impacts à la fabrication du béton, par exemple. On va avoir des impacts à l'extraction des minerais nécessaires à la production de l'acier, etc. On va avoir des impacts au moment de la fabrication en tant que tel, évidemment. Et puis ensuite, les impacts dans la phase d'usage du bâtiment vont être plus légers. On va plutôt être dans les impacts des équipements annexes, notamment le côté refroidissement, qui est une partie importante des impacts dans la phase de fonctionnement du côté du data center, puisque une machine qui va beaucoup chauffer, et un équipement informatique de manière générale, c'est une machine qui va chauffer. On parle de chaleur fatale, c'est de la chaleur qui est perdue, sur laquelle on doit effectuer une dissipation thermique. Et donc, il y a différents systèmes de refroidissement qui vont être utilisés par les data
certains systèmes historiques assez peu performants, comme l'utilisation de climatisation standard, où là, on va avoir des impacts importants parce que c'est très consommateur d'énergie. Et en plus, on va utiliser des gaz qui ont des forts potentiels de réchauffement. Donc, normalement, ce sont des gaz de refroidissement, mais de fuite de ces gaz-là. Et puis, de manière un petit peu plus marginale, toujours dans ces équipements annexes, on va avoir les équipements de sécurité physique qui vont consommer un petit peu, et surtout les aspects gestion de l'énergie, puisque les data centers, par exemple, qui vont utiliser pour probablement en cas de coupure des alimentations primaires d'énergie, vont nécessiter du coup l'utilisation de ressources fossiles pour faire tourner ces groupes électrogènes, sachant que en théorie, ils ne tournent que quand on a les pannes d'électricité, mais dans les faits, on les teste régulièrement, donc ils sont. Et puis, au milieu de tout ça, on a évidemment donc les équipements informatiques qui, eux, vont avoir des impacts au moment de leur fabrication, avec l'extraction de toutes les ressources qui vont être nécessaires pour les fabriquer. Et puis des impacts dans leur phase de fonctionnement, notamment la consommation d'énergie pour les faire fonctionner. Il existe plein d'outils différents pour essayer d'évaluer l'efficacité et l'efficacité énergétique, notamment d'un centre de données. Vraiment du centre de données. Et donc dans cette phase d'utilisation, on peut zoomer pour essayer de trouver l'efficacité énergétique du data center. Et notamment, il y a un indicateur qui est assez largement utilisé, qui s'appelle le PUE, donc pour Power Usage Effectiveness, donc l'indicateur d'efficacité énergétique, dans lequel on va regarder l'énergie totale qui est consommée par le centre informatique, et on va diviser ça par l'énergie qui est consommée uniquement par les équipements informatiques. Et aujourd'hui, si on regarde ces valeurs-là, on a des fluctuations assez importantes, notamment les vieux data centers qui utilisent souvent, encore une fois, des technologies de refroidissement, par exemple, qui ne sont pas extrêmement efficaces. Donc, on a une moyenne européenne, alors selon les études, qui va se situer entre 1,8 et 2,5 de PUE. Donc, forcément, c'est un rapport supérieur à 1, le PUE. Donc ça, c'est plutôt pour des data centers historiques qui peuvent parfois monter jusqu'à 4 ou 5 de PUE. Et puis des data centers beaucoup plus modernes, notamment les data centers de type hyperscale, qui sont extrêmement optimisés et qui contiennent énormément de machines, dans lesquels on va être capable de descendre à des PUE proches de 1,1. Et donc d'avoir assez peu d'énergie supplémentaire au-delà de l'alimentation des composants des équipements informatiques, et donc assez peu d'énergie utilisée pour le refroidissement. Maintenant, le PUE, c'est un indicateur. Encore une fois, si on veut rester multicritère, si on veut continuer à avoir une approche systémique sur l'évaluation des impacts, il faut aussi regarder d'autres indicateurs. On en a un autre qui est très intéressant, qui est le Water Usage Effectiveness, donc l'utilisation d'eau, où là, on va regarder le nombre de litres d'eau qu'on utilise pour 1 kWh d'utilisation d'énergie par les équipements informatiques. Puisque très souvent, une partie des systèmes de refroidissement qui sont utilisés, qui vont être les plus efficaces pour faire descendre les PUE, peuvent être en contrepartie très consommateurs, ce qui peut être un problème quand on a des data centers dans des régions où il y a des tensions sur l'eau notamment. Et puis le Carbon Usage Effectiveness, qui lui, tout simplement une multiplication du PUE par la valeur de mix énergétique. Donc ça nous permet finalement de regarder non seulement l'efficacité du data center, mais aussi mix d'alimentation est fortement carboné ou peu carboné. Et puis, toujours pour focaliser un petit peu sur le fonctionnement des serveurs en tant que tel, typiquement dans les phases de fabrication des serveurs, dans les 10-15 dernières années, il y a eu énormément d'améliorations techniques dans la phase de fabrication des serveurs, à la fois pour réduire les impacts de la phase de fabrication, mais également pour réduire les impacts lors de la phase d'usage, notamment en optimisant les serveurs d'alimentation électrique, en réduisant tout ce qui n'est pas nécessaire, tous les capots, l'accastillage qui ne servait à rien pour garder quelque chose qui est très simple. Et en plus, ça facilite la maintenance du serveur, regrouper les composants de manière assez logique.
Il y a aussi, des approches qui consistent à produire des machines qui sont spécifiques à un usage. Vous avez en haut à droite là une photo d'une machine qui est optimisée pour faire du traitement en machine learning. Ça s'appelle de mémoire des TPU. Peut-être Vincent, ça vient de chez Google. Et donc là, on est sur des machines qui sont optimisées pour un traitement et qui, de fait, vont être moins consommatrices d'énergie qu'on les utilise pour ce type de traitement. Et puis, dans le domaine du refroidissement, on a aussi des choses un petit peu plus modernes, enfin des choses émergentes, comme le refroidissement par immersion. Et les équipements liquide qui ne va être évidemment non conducteur. L'idée, c'est pas de griller les machines en les plongeant dedans, mais qui va permettre donc du coup de faire une meilleure dissipation thermique. Et puis pour terminer, si on veut zoomer sur les impacts du cloud, donc on fait des zooms successifs, hein, le cloud étant une façon d'organiser les data centers et de fournir du service informatique. Et bien pour essayer de répondre à quels sont les impacts aujourd'hui du cloud. D'abord, il faut regarder un petit peu dans le détail qu'est-ce qu'on entend par cloud. Depuis que je parle de cloud, je continue à utiliser cette définition du National Institute of Standards and Technology qui mérite parfois d'être amendée parce que les choses ont évolué, mais qui globalement pose un certain nombre de concepts intéressants, et notamment les caractéristiques essentielles attribuées au cloud, que sont la mutualisation de service à la demande et en self-service, le fait d'avoir des accès réseau standardisés au cloud, une élasticité rapide et un service mesuré en permanence. Je ne passe pas sur les modèles de service et les modèles de déploiement que vous pourrez facilement retrouver. Mais pour le coup, ce qui va être intéressant dans ces caractéristiques essentielles, une partie des impacts positifs du cloud, une partie du fait que le cloud va nous aider, une partie des choses qui vont nous aider à réduire les impacts dans le cloud, c'est essentiel. Le côté mutualisation des ressources, parce que par comparaison avec un data center classique et privé par une entreprise, dans le cloud, on va pousser la mutualisation à l'extrême. C'est-à-dire qu'on va bénéficier d'avantages comme la virtualisation pour mettre plusieurs charges de travail sur la même machine et idéalement, et tant qu'à faire, mettre plusieurs charges de travail de plusieurs clients différents potentiellement sur la même usage de cloud public. On va aussi mutualiser les réseaux, on va mutualiser utilisés en phase de fonctionnement, etc. Et puis, évidemment, cette mutualisation va éviter d'avoir des machines qui sont sous-utilisées, puisque, évidemment, l'intérêt du fournisseur de cloud, l'intérêt de quelqu'un comme de faire en sorte que ces machines soient le plus utilisées possible pour être le plus rentable possible. De la même manière, la caractéristique d'élasticité va nous permettre aussi de dimensionner différemment nos charges de travail. Je vais y revenir un tout petit peu après. Et bien justement, j'y reviens maintenant. Typiquement, des outils comme ce qu'on appelle les outils d'auto-scaling, c'est-à-dire les outils de mise à l'échelle automatisés qu'on va trouver dans le cloud, vont permettre aussi d'avoir un dimensionnement des ressources informatiques utilisées ou plus juste des besoins. Et je prends souvent un exemple breton parce que je suis rennais, mais si on prend l'exemple d'un site comme celui de la Route du Rhum, la Route du Rhum, c'est un événement qui a lieu tous les 4 ans. Donc, tous les 4 ans, ils ont des gros pics qu'on a envie. Et les 3 ans et demi qui restent, l'approche classique, on pourrait mettre un gros serveur ou une grosse ferme de serveurs pour répondre aux pics de charge des 6 mois où c'est très utilisé. Et ces serveurs-là seraient sous-utilisés le reste du dimensionnement automatique des infrastructures. Avec cette élasticité rapide, on va pouvoir avoir une infrastructure qui s'adapte à la demande, qui va démarrer plus de machines, qui va faire ce qu'on appelle de la scalabilité horizontale. Donc démarrer plus de machines lorsqu'on a plus de charges, et puis libérer ces machines lorsqu'on a moins de charges. Et donc ces machines, une fois libérées, et là on retombe sur cette notion de mutualisation, vont pouvoir être utilisées par le client. Et donc des machines qui se tournent les pouces, entre guillemets, ou des machines qu'on appelle les machines zombies, lorsqu'on a moins de charge de travail.
Si on regarde les modèles de services qui sont proposés par le cloud, donc alors il y a 3 modèles dans la plateforme as a service et software as a service. J'ai intercalé ici le container as a service et le function as a service, qui sont 2 logiques qui ont émergé depuis que le NIST a posé sa définition. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de regarder finalement plus vers la droite, plus on va vers le software as a service, on va potentiellement augmenter le niveau de mutualisation qu'on va avoir. On va encore avoir toute une partie logiciel, serveur applicatif, stockage de données, etc., qui va être spécifique à l'entreprise qui l'utilise. Là où on va sur du function as a service, au final, la couche basse va être mutualisée, et c'est uniquement l'exécution des qui va générer des impacts non mutualisés. Comment je suis en timing? Je crois que je suis pas mal. Si on regarde les impacts du côté hébergement dans leur intégralité, notamment, là je vous donne les données d'une étude qui s'appelle Record Data Estimates, qui a été publiée dans Nature ou Science. On voit que entre 2010 et 2018, on a eu une faible progression de l'utilisation globale d'énergie des centres de données, ce qui en soi et ça reste une progression, mais on pourrait s'en féliciter. Néanmoins, il faut quand même noter qu'entre 2010 et 2018, on a eu d'énormes gains d'efficacité. Et typiquement, si on ramène ça aux gigaoctets de données véhiculées et traitées, on a des efficacités énergétiques qui sont bien meilleures en 2018 qu'en 2010. Et donc, in fine, ce qui explique cette croissance-là, l'utilisation globale d'énergie, c'est qu'on a aussi une croissance extrêmement importante des et donc, le risque des années à venir, c'est que toutes les optimisations qu'on a pu mettre en place dans les 10-15 années qui viennent de se passer, en termes d'utilisation d'énergie, en termes de refroidissement et des serveurs, etc., ils soient finalement aliénés par une croissance trop importante des usages. Et donc, ce sera ma conclusion pour cette première partie, c'est qu'on a plein de facteurs d'optimisation qui sont possibles dans l'informatique, et c'est extrêmement... mais on ne peut pas parler de transition numérique si on ne parle pas aussi de sobriété, et si on n'a pas aussi nos usages au-delà de leur optimisation. Et dans ces concepts de sobriété numérique, notamment se poser la question, est-ce que j'ai réellement besoin de développer cette nouvelle application? Est-ce que j'ai réellement et si on se focalise un petit peu plus sur la thématique de ce matin, qui est l'hébergement des données et le cloud, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce niveau de disponibilité? Le cloud va introduire pas mal de redondance. Est-ce que je ne peux pas finalement me satisfaire de quelque chose qui soit un petit peu moins disponible, mais qui consomme moins de ressources? Et donc, il y a également ces réflexions-là à avoir dans le cadre d'une transformation écologique et d'une transformation environnementale autour de l'IT. Et j'en aurais terminé. Je pense. Merci Sylvain. Peut-être un retour de Mathieu. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Non, ça a l'air clair, Sylvain. Très bien. Eh bien, merci. Et je m'en partage, je passe la main à Vincent. Donc, bonjour, je suis Vincent Conseil, je travaille chez Google Sustainability pour l'Europe, au niveau de Google Cloud, des équipes de vente de Google Cloud. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de la sustainability de Google et de Google Cloud en particulier, et des outils qu'on met à votre disposition pour en fait pouvoir impacter l'usage que vous faites de nos services et de la durée. Alors, tout d'abord, le cloud, c'est en termes d'usage, c'est relativement
abstrait, mais il y a bien une réalité physique tangible, bien concrète, avec des bâtiments, des data centers, des réseaux, des câbles qui font le tour de la planète, des serveurs de partout. Donc on est bien sur une économie bel et bien tangible et qui consomme aussi au passage énormément d'énergie. Et donc il y a bien un enjeu environnemental derrière ces technologies. Alors, l'objectif, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre, évidemment, une question beaucoup plus large que le carbone, mais en une large part, aujourd'hui, je vais me focaliser sur la question des gaz à effet de serre. Donc la première chose la plus importante dans notre approche, l'efficacité énergétique et la plus cycle de l'énergie, la quantité consommée d'énergie par unité de traitement. Et parce que... Ouais, ouais, d'accord. Je vais regarder l'écran. Vous m'entendez? Vous m'entendez? D'accord. Donc rapidement, hein, je disais juste avant, je ne sais pas quand ça a coupé, derrière le cloud qui est bien, il y a bien une réalité physique tangible avec des bâtiments, des serveurs. Euh, Ensuite, nous, en termes, l'objectif, c'est de réduire l'impact environnemental. Donc là, je vais beaucoup plus parler des émissions de gaz à effet de serre, mais on va traiter d'autres points ensuite. Donc la première des choses, c'est l'efficacité énergétique, parce que l'énergie la plus green, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ensuite, pour l'énergie qu'on consomme, c'est utiliser une énergie la plus décarbonée possible. Et en ultime recours, eh bien, sur la question des compensations carbone, il y a bien un ordre. On optimise le premier point, moins on a optimisé le deuxième et ultimement éviter tant que possible le troisième. Euh, donc sur l'efficacité énergétique, Sylvain a parlé du PUE. Donc en fait, dans les infrastructures des hyperscalers tels que nous, dans nos grands data centers, on arrive à un facteur de 1,1, ce qui veut dire que pour 1 watt sur un équipement informatique, le bâtiment va coûter 1 watt. L'énergie consommée par le bâtiment, en plus des équipements qui est à l'intérieur, pour large part, ce sont les systèmes de refroidissement. Et donc, en fait, pour cela, on utilise des systèmes de refroidissement qui sont construits en fonction des conditions climatiques là où est installé le data center. Donc, tous les data centers sont différents pour justement s'adapter à ces conditions climatiques. Donc, par exemple, en Finlande, on a un data center qui utilise l'eau de mer. Donc, c'est une ressource a priori relativement illimitée. Si on va en Hollande, on utilise des eaux de canaux industriels, donc c'est une eau non potable, hein, impropre à la consommation, qu'on consomme et qu'on en fait même refiltre. Et au final, l'eau qu'on rejette, elle est plus propre que celle qu'on a consommée au départ, c'est-à-dire assortie à nos data centers, on a des centrales d'épuration hein, pour en fait nettoyer cette eau. Par endroit, on va utiliser aussi de l'eau de pluie. Bref, et dans certains endroits où on a effectivement bah, une grande limitation à accéder à l'eau, parce que les eh bien, on va utiliser plus des systèmes à air qui sont moins efficaces énergétiquement, mais tout est une histoire de balance en fonction des conditions de là où on opère. Donc j'ai parlé pas mal de l'eau parce que l'eau et le refroidissement par eau, enfin un échangeur à eau, c'est en fait un système qui est relativement économique et qui a une très grande capacité de transfert d'énergie pour un prix contraint. Donc encore une fois, c'est une balance entre l'énergie consommée versus une autre ressource consommée. Alors, elle n'est pas totalement consommée, hein, l'eau ne se perd pas, il y a un cycle. L'autre point sur l'efficacité énergétique,
sont de plus en plus spécialisés par appel des tâches. On a de plus en plus de workloads, hein, évidemment chez Google, mais aussi de plus en plus chez nos clients, qui, pour ajouter de l'intelligence dans les applications, vont utiliser les technologies de type machine learning. Donc c'est un type de calcul. En fait, on s'est rendu compte que les processeurs génèrent ce qui est le plus efficace énergétiquement. Et donc, on a construit le machine learning. Donc, la fonction principale d'un calcul de machine learning, c'est les multiplications de matrices. Et donc, ces puces-là ne savent faire vite et avec un rapport énergétique au moins 10 fois supérieur à un CPU, voire plus. Et donc, en faisant cela, on a pu construire des équivalents de superordinateurs qui sont relativement énergie efficient par rapport à des superordinateurs. Par contre, il y a ce calcul. Donc, on les a mis en production à partir de 2015 et on en a déjà notre 4e génération donc, de serveurs spécialisés pour ces types de calculs. Et donc, le bénéfice de ça, de ces informatiques qu'on va appeler hétérogènes d'un point de vue hardware, c'est que 5 ans, 1 watt a permis de produire 7 fois plus de capacité de traitement. Donc, par l'optimisation des machines, des systèmes de plus en plus hétérogènes, avec un processeur central et des accélérateurs qui le deuxième pilier, l'énergie renouvelable. On a commencé renouvelable à partir de 2010. Donc, comment ça se passe? On fait ça s'appelle des PPA, Power Purchase Agreement, c'est-à-dire qu'on fait un contrat direct avec un producteur d'énergie renouvelable et pour lequel on s'engage à acheter sa production pour un temps donné, donc plusieurs années, à un prix fixe en avance. Donc, quand on a commencé ça en 2010, le marché d'achat direct était relativement petit. Et donc, modifier le marché. Historique producteur d'énergie vendait aux grilles directement pour ensuite le distribuer. Donc, on a participé à cette transformation qui est qu'un grand consommateur d'énergie peut faire un contrat direct, ce 100% énergie renouvelable, 100% énergie renouvelable. Donc, ce graphe à gauche représente la quantité du marché des volumes PPA. Donc, par des acteurs 2010, le marché était minuscule et on a vraiment vu un décollage à partir de 2014-2015. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui porte l'achat direct d'énergie renouvelable par les grands consommateurs d'énergie, mais aussi ce sont des acteurs qui font du lobbying auprès de faciliter d'un point de vue réglementaire ce type de dispositif pour que les entreprises aussi prennent leur part à la transition de décarbonisation de l'économie. De 15 TWh, de devenir net zéro, parce que là j'ai parlé d'émissions opérationnelles, c'est-à-dire le day-to-day du business, donc essentiellement pour nous c'est l'énergie. Le net zéro à travers la chaîne de valeur, donc qui va inclure les émissions intégrées en fait, c'est-à-dire au moment de leur fabrication. Alors, le net zéro, on va de ce qu'en technologie base, aller comme ça. Et sachant ces limitations, nous sommes engagés à atteindre un 24/7 carbone free énergie d'ici 2030, c'est-à-dire si on passe de mondial annuel à local horaire en termes de rapprochement production-consommation. Deux autres dimensions, parce que j'ai beaucoup parlé de carbone, nos fournisseurs, donc tous nos plus longtemps. Et enfin, évidemment, au bout d'un certain temps, on les revend sur le marché secondaire pour qu'ils aient une seconde vie. Et toute cette procédure nous a permis de réduire de 87% la quantité de déchets. Ne dépérit pas, en vérité. Au pire, on peut le remagnétiser. Donc, on a commencé un projet pour, quand un disque dur est en défaut, pour récupérer l'aimant, le renvoyer au fabricant de disque dur pour qu'il nous refabrique un disque dur neuf, évidemment, avec tout ce que ça veut dire en termes d'assurance qualité, etc., etc. Donc ça aussi, intégrer la chaîne logistique avec nos fournisseurs pour en fait augmenter la capacité de cycle de recyclage. Un autre point, c'est l'eau. Comme j'ai beaucoup parlé que nos data centers consomment de l'eau en termes de système de refroidissement, on s'est engagé pour d'ici 2030, on met en place des systèmes écologiques
de capture d'eau, donc typiquement des bassins avec de la végétation, etc. Pour en fait, parce que si on augmente la végétation, on augmente sa capacité à absorber l'humidité de l'air et donc de capter cette eau, de la remettre dans le sol et voire d'alimenter des bassins. Donc, avec ce programme d'investissement dans des écosystèmes, eh bien, on prend l'engagement que 120% de la consommation d'eau de nos data centers soit en fait régénérée ou recapturée par ces systèmes, ces écosystèmes dans lesquels on va investir d'ici 2030. Donc, encore une fois, hein, le sujet n'est pas que carbone, il est multidimensionnel. J'ai parlé du 24/7 à énergie décarbonée. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde les profils horaires de production d'énergie renouvelable, hein, la plupart de l'énergie renouvelable aujourd'hui, elle est intermittente ou variable. C'est-à-dire que le panneau solaire produit quand il y a du soleil, l'éolienne produit quand il y a du vent, donc pas nécessairement au moment où on la consomme. Et donc, en fait, quand on dit qu'on est 100% énergie renouvelable, nous, comme tout le monde, hein, eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, ça produit plus que ce qu'on consomme, et à un moment donné, ça produit moins que ce qu'on consomme. Et comme la formule, elle est annuelle, ça veut dire que schématiquement, eh bien, elle permet de matcher une production qui aurait lieu, par exemple, en été, en journée, avec une consommation qui a lieu la nuit, même dans un autre pays. Ce qui physiquement n'a aucun sens, mais la métrique aujourd'hui, elle est comme elle est. Et donc, en fait, on a pris l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire si on recalcule ça au niveau horaire? Donc, ce diagramme, chaque pixel représente une heure de l'année d'un data center. Donc, Iowa qui a une grille très fortement carbonée. Donc, plus c'est noir, plus c'est carboné, plus c'est vert, moins c'est carboné. Donc, si on fait le calcul au niveau de chaque heure, on arrive à 17% d'énergie carbone free. Le fait d'avoir ajouté, là, en l'occurrence essentiellement de l'éolien, ça nous fait passer à 74% d'énergie carbone free, donc par nos PPAs. Donc on est 100% annuel, mais au niveau horaire, dans ce data center, on est à 74%. Et donc, ce faisant, de data center en data center, on augmente considérablement notre énergie décarbonée au niveau horaire. Donc là, vous avez quelques exemples. On a différents documents qui expliquent heure par heure, jour par jour, etc., qu'est-ce que ça représente. Et donc, on a aujourd'hui 5 data centers à travers le monde qui atteignent 90% énergie décarbonée niveau horaire. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à 100% énergie décarbonée sur toute l'année. Donc, comment on va faire? 3 piliers. Transaction, c'est-à-dire en multipliant les sources d'énergie intermittentes, on augmente la probabilité qu'elles produisent. Donc, si je mets partout de l'éolien, du solaire, voire plusieurs éoliens, leur probabilité de production vis-à-vis de ma consommation, elle augmente. Il y a aussi la question du stockage, donc les batteries. On est en train d'investir dans les batteries. On a déjà, par exemple, dans le Nevada, un PPA solaire assorti de 250 MW, assorti de 250 MWh de batterie, donc qui permet de lisser une partie de la production pour la matcher à notre consommation. On fait des investissements technologiques dans ces systèmes-là, mais aussi on a une centrale géothermique qui est en cours de développement, parce que la géothermie, c'est l'énergie renouvelable qui, pour le coup, est pilotable. Donc, on gagne de ce point de vue-là. Et enfin, le policy, c'est ouvrir les marchés. Et donc, si on multiplie les sources, vous voyez, on passe, en l'occurrence, le Chili, qui est très bien éclairé, la grille, elle a 42%. On voit qu'elle a déjà du solaire. Si on, avec notre solaire, avec lequel on contracte, on passe à 63%. Et nos modélisations nous montrent que si on ajoute du solaire complémentaire à du vent, on arrive à plus de 90%. On a aussi une autre approche qui est, pour le coup, d'adapter la consommation à la production. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est pour les workloads Google. Si on est capable de donner des signaux à notre infrastructure que dans X heures, il y a une énergie décarbonée qui sera disponible parce qu'on prédit le vent et le soleil, et qu'on peut décaler des workload batch dans le temps, voire dans l'espace, eh bien, adapter la consommation à la production, c'est aussi une autre dimension. Donc la vision, c'est demain, indexer Internet, ça fera le tour du monde en suivant le soleil, schématiquement, pour en fait qu'il utilise au maximum l'énergie décarbonée là où elle est disponible. Sur le policy, il y a encore pas mal de régions du monde qui ont des quasi-monopoles électriques qui nous permettent pas de faire des contrats d'approvisionnement direct. Nos équipes policy ont travaillé avec le gouvernement de Taïwan et les législateurs pour ouvrir le marché, ce qui nous a permis de faire notre premier PPA solaire de 10 MW qui va rentrer en production en fin de cette année. Donc il y a aussi cette action relation gouvernement et industrie pour en fait faciliter l'ouverture des marchés. Et ça passe par différents organismes. On est membre fondateur du UN Compact Carbon Free Energy,
se bat aux États-Unis, ressources en Europe, etc., etc. Donc, il y a aussi une dimension public policy. Bon, tout ça, si on revient à aujourd'hui, le bénéfice pour un client cloud, c'est qu'il est zéro net opérationnel carbone emission quand il utilise Google et donc Google Cloud. Et la question évidemment qu'on pose, c'est une fois que j'ai bien compris Google, vous faites a priori votre part du travail, moi en tant que client, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, la première des choses, c'est qu'on vous fournit de l'information. Dans notre documentation, vous avez région par région les intensités carbone de grille. Et en fait, comme c'est la même infrastructure, l'efficacité énergique est peu ou prou la même. Par contre, ce qui change fondamentalement, c'est la nature de l'énergie qui n'est pas la même en fonction des pays. Les mix énergétiques sont drastiquement différents. Et en fait, donc, on vous donne cette information. La première information, c'est donc Grid Carbon Intensity. Ça se compte en grammes équivalent CO2 par kilowattheure, donc l'unité de l'énergie. Et ensuite, on vous donne une autre métrique, qui est ce qu'on appelle le Google Carbon Free Pourcentage, c'est-à-dire le taux d'énergie décarbonée horaire calculé après nos approvisionnements directs. Et donc ça vous donne une information sur les zones, les régions qui sont plus ou moins carbonées. On a fait un petit tool aussi qui vous permet de choisir ça en fonction de différents critères, la distance, le prix, etc. Avec cette métrique-là, on a créé de façon arbitraire un label Low CO2 région, qui sont les régions qui ont le plus faible impact et carbone. Et on l'a intégré on commence à l'intégrer dans la plupart des produits, dans la drop-down list quand vous créez une ressource. Donc on l'a d'abord fait sur Cloud Run. Et en fait, on a fait ça en mode A/B testing pour voir quel était l'impact des utilisateurs. Et on a fait tourner ça pendant 3-4 mois, je crois, en 2021. Et on a constaté que sur la masse des utilisateurs, 19% des utilisateurs étaient plus susceptibles d'utiliser une région faible carbone. Et donc, donner l'information impacte les comportements. Ça, c'est prouvé. Et donc, on fait notre part en vous donnant de l'information pour vous donner cette capacité à choisir, à prendre aussi votre part du sujet. Sachant qu'encore une fois, que notre objectif, c'est 2030 d'être 100% dans toutes les régions. Enfin, 100% annuel, on l'est déjà depuis 2017, et 100% horaire d'ici 2030. Mais en attendant, il y a aussi cette part. Autre élément, on fournit le GCP Carbon Footprint qui vous donne l'impact carbone de l'usage que vous faites de notre plateforme. Donc on l'a annoncé à Next, notre événement annuel. Ça a été annoncé par notre PDG Sundar Pichai. On est assez content d'avoir une bonne couverture média, mais ça montre aussi qu'il y a une très forte demande sur ce sujet-là. Et donc tous les clients cloud ont fait de nos services et en fait à une méthodologie de calcul qui va en fait le réallouer à chacun de nos clients. Alors aujourd'hui, il nous calcule l'émission relative à l'usage de l'énergie, ce qu'on appelle dans le jargon carbon accounting, carbon reporting, location based, c'est-à-dire qu'il prend en compte le mix énergétique des grilles de chacune des régions, mais pas encore l'impact nos contrats d'approvisionnement direct en énergie renouvelable. Et vous l'avez par mois, par projet. Le projet, c'est un container de ressources, par produit et par région. Donc là, ce dashboard est au niveau du billing account. Ce dashboard vous est donc accessible gratuitement, mais vous pouvez aussi exporter des données plus granulaires pour pouvoir faire des analyses, pour le coup, multidimensionnelles à travers ces 4 dimensions. Donc aujourd'hui, il est en public preview depuis octobre. On est en train de travailler à la GA, la General Availability, la version finale. On espère Q2 pour en fait rajouter les autres dimensions. Donc là, on a déjà parlé de l'énergie location-based. Donc on va ajouter les émissions directes, scope 1, les émissions indirectes, c'est-à-dire la part de manufacturing des serveurs et des data centers dans votre usage, et le scope 2 market-based qui correspond donc à les énergies discountées des énergies renouvelables sur les émissions. Donc on aura, on espère, tous les scopes d'ici Q2 pour en fait ça devienne, nous sommes dans votre scope 3, nous sommes votre fournisseur, donc pour vous utiliser vos données dans votre reporting, mais aussi piloter votre impact environnemental. Donc d'un point de vue méthodologie de calcul, comment ça marche? On a pris une méthodologie le plus possible orientée sur la mesure de l'énergie. C'est-à-dire qu'on mesure l'énergie au niveau du data center consommé heure par heure, on mesure l'énergie consommée au niveau de chaque serveur heure par heure, et donc ce qui nous permet de calculer au passage un PE horaire.
Ça, c'est la première boîte, la boîte physique. La boîte au-dessus, c'est la boîte logique, hein, la Cloud Software Stack, si on peut dire. Toute l'infrastructure de Google, elle est basée sur des containers. Google est complètement containerisé depuis pratiquement 15 ans. On est un des pionniers là-dedans. On a créé Kubernetes, on l'a open sourcé, on l'a donné à la fondation CNCF. Donc, toute l'infrastructure Google est container, ce qui nous permet de gérer toute notre flotte de serveurs et tous nos workloads de façon homogène, ce qui nous permet aussi d'avoir des traces homogènes sur la consommation de l'infrastructure de tous les workloads, clients ou internes, search, YouTube, etc., sur l'infrastructure. Ensuite, donc on peut allouer l'énergie mesurée du serveur relatif à l'usage de chacun des workloads qui tournent sur ces serveurs. Ensuite, toute la stack logicielle, elle est complètement microservicée. Et donc, un service qui est qui répond à un client, ben, en fait, il réalise une fonction, mais en même temps, il est dépendant de plein d'autres services. Toute notre couche microservicée, en fait, derrière, il y a des flux financiers. Tout simplement, chaque service appartient à une product team qui a son propre PNL. Et donc, en fait, on a la trace des dépendances financières et donc les consommations de services relatifs. Et donc, on peut réallouer des couches les plus basses vers les couches les plus hautes les énergies, afin d'arriver à une énergie agrégée pour, par exemple, un service de BigQuery dans une région, admettons notre data warehouse serverless. Et cette énergie finale pour un produit donné dans une région donnée pour un jour donné, eh bien, on va la réallouer au client en fonction relativement des données de consommation. On utilise en fait les données de facturation qui mesurent. Donc, schématiquement, si BigQuery a fait 1 mégawattheure tel jour dans telle région et qu'il a généré 1 million de dollars de chiffre, eh bien, on va réallouer proportionnellement en fait à cela à chacun de nos clients. Donc, ça, c'est fait SKU by SKU, service by service, etc. Donc une autre représentation plus schématique, on utilise la consommation énergétique du data center et des serveurs, l'usage relatif, c'est-à-dire toutes les dépendances de services dans notre couche microservicée, l'intensité carbone par la région. Donc ça, on le fait au niveau de la totalité de Google. Ensuite, on ingère les données de billing de Google Cloud, ce qui nous permet de ramener ça au niveau des items, des SKU. Hein, on a des milliers de SKU, même plus de 10 000 SKU dans le catalogue Google Cloud. Et ensuite, on rapporte ça aux usages du client, donc ces données de facturation, pour pouvoir en fait l'exporter dans son dashboard et dans son export BigQuery. Donc tout ça, c'est documenté dans notre méthodologie et ça a été revu par un auditeur tiers. Comme je vous l'ai dit, dans notre roadmap, on a les émissions directes, les émissions market-based et les émissions scope 3 sur lesquelles on est en train de travailler pour l'intégrer, donc on espère d'ici Q2. Donc ça, c'est déjà un gros pavé, c'est vous donner la consommation relative à votre usage. Une autre dimension, c'est quelque chose de plus prescriptif. On a un outil qui s'appelle Google Cloud Active Assist, qui va en fait utiliser des méthodologies d'analyse et de machine learning pour en fait vous donner de la recommandation. Typiquement, downsizer des ressources. Vous avez une VM et on a constaté qu'il ne dépasse jamais 5% de CPU. Eh bien, on va vous recommander telle machine, downsizer-la parce que vous ne l'utilisez pas à 100%. Ou alors, carrément, elles ont zéro. Ou des ressources qui ne sont jamais accédées. C'est ce qui est possible. Hein. Et donc, en fait, ce tableau de bord vous donne des recommandations sur supprimer des ressources ou downsizer des ressources. Donc aujourd'hui, il mesure la quantité et il vous donne une contrepartie en argent. Si vous aviez supprimé ceci, vous auriez économisé tant de dollars. Et on est en train de travailler. En fait, pour activer, si vous aviez supprimé cela, vous auriez économisé tant de kilos de CO2. Donc on l'a intégré pour l'instant dans le recommandeur qui s'appelle Unattended Project, c'est-à-dire des projets qui ont été créés avec des ressources qui en fait sont jamais accédées. Et donc, il va vous dire tant de dollars et tant de grammes. Et on va déployer cette fonctionnalité au niveau de la totalité du dashboard de recommandation. Donc là, on est dans le prescriptif. Voilà. Donc, avec ceci, vous voyez, donc avec nos 3 outils, on va dire l'information pour vous aider à choisir votre région, l'outil de reporting pour voir en fait la mesure de votre consommation et la dimension prescriptive pour réduire aussi votre consommation et donc votre impact environnemental, eh bien, on vous donne aussi donc, ces outils qui vous permettent à vous d'agir sur votre usage de Google Cloud. Donc, je suis prêt pour les questions.
si vous en avez. Je voulais savoir, parce que vous parlez pas mal de refroidissement passif en utilisant des milieux naturels, notamment l'eau de mer. Est-ce que vous vous intéressez aussi à l'impact sur les écosystèmes du réchauffement des eaux que vous induisez? Oui, oui. En fait, il y a des normes hein, dans chaque pays, même chaque bassin. En fait, le législateur ou l'autorité en fait, impose des températures maximum de rejet. Donc en fait, évidemment, on est conforme aux normes environnementales partout là où on opère, et donc on est aussi audité de ce point de vue-là. Donc c'est pris en compte par, on va dire, par la loi et par les autorités environnementales. Évidemment, on est conforme. Je voulais savoir si il est prévu de coupler des industries qui auraient besoin de récupérer de l'énergie chaude avec ces sources que sont les data centers. Puisque, alors il faudrait que les flux et les niveaux correspondent, bien sûr, mais ça serait assez intéressant. En fait. Donc en fait, il y a plusieurs... donc on est en train de l'étudier. Il y a plusieurs contraintes. D'une, c'est la nature de notre énergie chaude, elle n'est pas très chaude. C'est-à-dire que notre eau, elle est à 20 ou 30 degrés maximum. Celle qu'on rejette, en général, elle est moins que ça. Mais celle qui sort directement du système de refroidissement, elle est de ça. Donc, elle n'est pas très chaude. Donc, directement, elle ne permet pas de chauffer des bâtiments, ou faiblement. Donc, il faut la reconcentrer, etc. Nos grands data centers sont en général plutôt éloignés des centres urbains pour, en fait, justement, pas avoir une pression sur le terrain. Et donc, en fait, si vous avez un data center en plein centre-ville et que dans le centre-ville, il y a un système de réseau chaud, c'est plus facile de s'y intégrer que si vous êtes à 10 km du centre-ville. Et donc on est en train d'étudier ces choses-là. Et d'autre part, il y a d'autres dispositions. Il y en a une, c'est fournir de l'eau tiède à un système de pisciculture. Parce que pour certains poissons, une eau un peu plus chaude est favorable à la croissance des poissons. Donc c'est aussi une option qu'on est en train d'étudier en Belgique ou en Hollande, je crois. Donc oui, l'usage de la chaleur résiduelle mais pose plein de difficultés au sens de la concordance de la production avec une consommation en termes de chaleur, en termes de localisation, quoi. Est-ce que ça répond à votre question? Ok, ça a l'air de répondre. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Je ne crois pas. Quand est-ce que ça sera intégré juste une petite question, ouais, il y a une date de prévision d'intégration de ces outils dans la console de billing sur la partie éco-responsable, on va dire. Alors, quand vous dites intégration console de billing, c'est dans la console. Dans la bannière de droite, vous avez dans la catégorie Tools, vous avez Carbon Footprint, et vous avez donc ce dashboard plus le fait de pouvoir exporter. Alors, ce dashboard, il est où? Celui-là, il est dans la console, il est gratuit, et vous avez la capacité d'exporter dans BigQuery. Une fois que vous avez les données dans BigQuery, comme le billing lui aussi a un dashboard, mais ici il a un export BigQuery, vous pouvez faire des rapprochements parce que vous avez les ID de projet, les régions, etc. Donc on a des clients qui commencent à rapprocher les données de billing avec les données de carbone pour de l'analyse, des insights. Donc, ou alors vous avez quelque chose une question, un point plus précis là-dessus? D'accord. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions dans la salle. D'accord. Oui. Bonjour Vincent, j'ai une question. Est-ce que vous savez l'équivalent CO2 notamment de Alors, pour l'instant, on fournit le carbone footprint d'une consommation d'un client
on est en train de travailler pour aussi fournir par unité de SKU. Donc, par exemple, 1 heure de CPU, 1 giga stocké, etc. Donc, on a déjà quelque chose qui s'appelle le Pricing Calculator qui permet de simuler une architecture pour en faire un prix. Et on est en train de voir justement pour l'étendre à ajouter un impact émission carbone. Donc, pour l'instant, là, on n'a pas encore les chiffres. Enfin, on les a, mais on les publie pas. On est en train de raffiner notre méthodologie. Et ensuite, on voudrait, la vision, hein, c'est exposer ça sous forme d'API, comme le Pricing Calculator, pour pouvoir en fait faire des estimations de prédiction de déploiement. Voilà. Si vous avez un stockage dans un projet, vu que vous avez le lien, par exemple, GCS Google Cloud Storage dans un projet, bah, vous voyez vous-même combien vous avez de données stockées, vous faites la division et vous aurez votre valeur. Alors évidemment, il y aura une différence d'une région à l'autre, parce que le mix énergétique n'est pas le même. Le PUE est différent aussi d'une région à l'autre, hein, il varie. Et donc vous pouvez le calculer indirectement. Mais le fait de l'exposer sous forme d'un entre guillemets catalogue, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Merci. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'enchaîner. Merci beaucoup. L'objectif de ce quiz, c'est juste de voir si, en fait, nous, il y a des éléments qu'on pense qui sont importants d'avoir bien assimilé. Donc, c'est un peu l'objectif du quiz. Et puis, aussi éventuellement de lever des questions et des échanges avec les participants. Donc, Mathieu, tu me dis quand c'est bon. Ok, c'est bon. Super. Première question pour vous dans la salle ou à distance. Et, voilà. D'après vous, qu'est-ce que le numérique responsable? Est-ce que c'est l'intégration des questions environnementales dans le numérique? C'est l'intégration des concepts de développement durable, la création de services numériques réfléchis ou l'utilisation ingénieuse du numérique? Donc on a les 4. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, tout le monde est d'accord. Eh bien, voilà, bien, effectivement, c'est bien. On a bien fait passer le message. Donc c'est effectivement, c'est un ensemble. Hein, c'est la première diapo sur lequel on a eu une petite coupure au début, mais effectivement, c'est un ensemble de bonnes pratiques qui touchent à l'ensemble. Donc, c'est pas que le Green IT dont on a parlé, mais c'est aussi la conception logicielle. Donc, pour le moment, on a 100% de bonnes réponses. OK, génial. Point suivant. La part du numérique sur les impacts globaux des activités humaines. Donc, on a 1%, 5%, 25% où le numérique, c'est merveilleux et ça n'a aucun impact sur notre empreinte environnementale. Donc, la B, 5%. Vous êtes sûr, c'est pas aucun? Le numérique, c'est merveilleux. Le numérique, c'est merveilleux. Ça fait des licornes. OK, 5%. Donc, pour rappel, on a 0,2-0,54% pour l'eau, d'utilisation d'eau. 4,8 à peu près de CO2. C'est 5 ? C'est 5 ? C'est 5, effectivement. Mais c'est surtout ce qui est important, c'est qu'on est dans une croissance exponentielle et que les chiffres qu'on a ne reflètent pas forcément l'IoT professionnel, qui est un domaine qui est de plus en plus en développement. Donc on a quand même une marge d'erreur qui peut être assez importante. Hein. Il suffit de voir, par exemple, les ports, maintenant, ça fonctionne tout seul. Hein. C'est uniquement de l'IoT, donc ça se généralise.
Oui, merci. x2, x3, effectivement. OK. Grande question, donc on est dans le cloud, et notamment dans les data centers. Du coup, le cloud, ça ne fonctionne pas sans data center. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce qu'est le PUE? Le rapport entre l'énergie totale utilisée par le data center divisé par l'énergie utilisée par les équipements informatiques, c'est ce qu'on vient de me dire dans la salle. Petite idée, effectivement, et comme le précisait Sylvain, l'objectif c'est d'arriver à 1. 1, ça veut dire qu'on n'a aucune perte en énergie. Sachant que de toute façon, on a quand même des pertes entre le moment où ça sort de la centrale jusqu'au moment où ça arrive dans le data center. On est entre 1 et 5%, juste pour rappel, hein, d'électricité réellement utilisée par rapport à ce qui est produit. Même pour n'importe quoi, hein, quand on charge nos téléphones, quand on allume une ampoule. Donc on a aussi des questions sur... etc. L'énergie primaire, on en convertit de l'ordre de 40%. Donc 60% de la production de l'énergie centrale nucléaire, ça part en fumée, en fait. Enfin, en fumée, en nuage, on va dire. Et les conversions thermiques vers électriques, elles ont des facteurs de conversion pas extraordinaires. Un moteur à explosion, c'est 20-30%. Donc ça fait essentiellement de la chaleur. Donc là, on parle de 1,1, c'est très faible. Pour aller plus loin, ça va commencer à être compliqué. Peut-être les... Alors après, il y a un sujet, c'est réviser la formule. Il y a eu une question tout à l'heure avec justement l'utilisation de la chaleur finale. Donc si on faisait une nouvelle métrique qui utilise cette chaleur, on pourrait dire qu'on va en dessous de 1, parce qu'on pourrait déduire l'énergie qui utilise autre chose. Donc bref, ça aussi, ça va peut-être évoluer. Il y en a une métrique DESP, je crois, mais je ne suis pas sûr à 100%. C'est une métrique de l'Europe, mais qui n'a pas du tout pris et qui prenait justement en compte les réutilisations de chaleur. Oui, c'est le début, ça. Ça va bouger. C'est déjà envisagé. Ok, merci. Effectivement, donc, ça met bien en évidence aussi que c'est un domaine récent quand même, tous ces sujets. C'est des domaines où l'Europe amène beaucoup de réglementations et de démarches. Donc c'est intéressant et il ne faut pas hésiter à remettre les points en question. On vous a parlé d'ACV, on l'a aussi amené autour de la Tesla. Du coup, un ACV, ça prend en compte quoi? La quantité de CO2 produite lors de l'utilisation d'un service utilisateur, l'analyse des impacts de flux entrants et sortants d'un système nécessaire au fonctionnement du service numérique, l'analyse multicritère de la création des appareils permettant le fonctionnement et l'utilisation du service numérique, ou les émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble de la vie de l'ensemble des appareils utilisés pour la fabrication et l'utilisation du service. C'est compliqué, les ACV. Les émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble de la vie de l'ensemble. Donc, on a une proposition des... Voilà. Alors, donc, rappel, ACV, c'est analyse du cycle de vie. Donc, si on parle d'un service numérique, on va essayer de voir, en fait, l'ensemble des éléments. On ne parle pas que de gaz à effet de serre. C'est le principe de l'assaisonnement, de la fabrication avec l'extraction, l'impact sur les traitements chimiques. Et c'est pour ça que c'est important. Voilà. Donc, en général, on simplifie beaucoup, mais notamment pour le numérique, c'est bien d'avoir en tête que on ne parle pas que du COR, etc. Et des déchets. Et pour information, on n'en a pas parlé, mais il y a seulement 17% dans le monde des déchets des D3, 45%. Et ensuite, le deuxième continent, c'est l'Amérique du Nord, qui est à peine à 17%. Voilà. Donc, on a quand même encore une marge de manœuvre pour récupérer et traiter correctement nos équipements recyclés. Voilà, petite information.
On va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, en tant qu'utilisateur de cloud, en tant qu'entreprise utilisatrice de cloud, quelles sont les démarches qu'on peut faire pour limiter notre impact? Alors, choisir un provider avec une stratégie de réduction d'impact environnemental, mettre en place une politique de gestion des services numériques et de leur donner en accord avec leur utilisation, concevoir et utiliser des applications éco-conçues ou optimiser les 4. Oui. Tout à fait. Est-ce que, Vincent, tu veux ajouter quelque chose sur ce point? T'es muet, Vincent. Ton son est coupé. Je disais, oui, la réponse, elle est multidimensionnelle. Hein. Il y a, vous utilisez les ressources, donc avoir les ressources en elles-mêmes, combien elles consomment, et il y a aussi ce que vous en faites. Et notamment dans l'éco-conception, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais plus vous allez vers des systèmes, des solutions de type function, serverless, etc., c'est-à-dire plus vous allez donner la latitude à l'infrastructure pour adapter sa consommation, et puis qui, à l'année, elle tourne en moyenne de 5%, forcément, vous consommez moins de ressources. Donc l'élasticité, le serverless, et donc l'éco-conception. Enfin, ça, c'est la partie ressources. Après, évidemment, il y a toute la question de la sobriété, au sens de est-ce que j'en ai besoin, est-ce que je dois stocker tout ça. Enfin bref, la question, elle est bien multidimensionnelle. J'ajouterais une chose, je vais enfoncer une porte ouverte, mais il y a aussi le fait que pour bénéficier des intérêts du cloud, il faut réellement utiliser le cloud. Et malheureusement, on rencontre encore aujourd'hui des entreprises qui font migrer des charges de travail de leur data center vers le cloud, mais sans s'approprier les patterns du cloud, sans s'approprier l'élasticité, sans s'approprier les aspects machine à la demande et capacité aussi à supprimer rapidement des machines. Et typiquement, dans les choses qui coûtent cher, dans les serveurs zombies, on reproduit des mécanismes qu'on a vus dans la virtualisation, d'avoir plein de machines de qualif, par exemple, qui servent 2 fois par an, mais qu'on laisse allumer parce que voilà, on n'a pas pris ce pli d'éteindre, de redéployer automatiquement, etc. Donc, encore une fois, pour bénéficier des intérêts à la fois économiques et écologiques du cloud, il faut aussi bien s'approprier les cloud patterns. Oh, je vais pas y arriver. Pour ces informations complémentaires. Et donc chez Google, qu'est-ce qu'on fait? Google a mis en place la neutralité carbone des opérations, donc c'est-à-dire que le CO2 est compensé. Des émissions nulles, donc absence totale de rejet de carbone dans l'atmosphère. Des émissions zéro émission nette. Je me suis trompée dans mon quiz, je suis désolée, la B et la C, c'est la même chose. Et, ou alors le petit D, un bilan carbone négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de CO2 qui est récupéré que produit. Donc, ce que vous pouvez voir, en fait, bien, voilà, ce que Vincent a expliqué, si jamais vous allez voir hein, la méthodologie qui est documentée hein, sur le site Google, sur l'empreinte footprint, ce qui est vraiment précisé, c'est que pour le moment, le scope 3 n'est pas pris en compte. Donc, le scope 3, c'est notamment la fabrication des équipements. Du coup, c'est pas possible d'être en zéro émission. Mais en tout cas, de compenser les... En 2007, on le faisait uniquement avec de la compensation carbone, c'est-à-dire payer des projets tiers pour qu'eux-mêmes réduisent leurs émissions, et comme vous l'avez payé dans la compta carbone, les renouvelables réduisent nos émissions relatives à l'usage de l'électricité, donc on réduit proportionnellement la quantité de compensation carbone, et l'objectif, c'est de devenir net zéro à la fois sur les opérations et sur la chaîne de valeur, donc il inclut Scope 3, et on appelle bien ça net zéro, ça veut dire qu'on va déduire quelque chose, donc on va réduire drastiquement, mais aussi à la fin, on fera... Enfin, aujourd'hui, on ne pense pas qu'il existe des opérations avec des émissions zéro, absolues, on va dire. Il y en aura peut-être, mais ça va être compliqué. Donc tous les acteurs et GIEC, etc., pensent que ça va passer par... Il va falloir augmenter la capture carbone, soit par des méthodes technologiques, soit par des méthodes... Ça change
comment le sol capture de la matière végétale et va créer cette couche d'humus. Et donc, c'est un puits de carbone. Il y a plein de méthodes très intéressantes et prometteuses. Donc, quand on dit net zéro, ça veut dire réduire les émissions drastiquement et ensuite capture carbone pour que la différence arrive à zéro. Donc, aujourd'hui, net carbone des opérations, 2030, net zéro. Alors, tous ces mots sont compliqués parce que tout dépend de quel périmètre on considère, ce qui fait que moi je vous donne un petit truc, hein. Quand vous entendez quelqu'un, il vous dit je suis carbone, ta question. Et parce que c'est ça, parce qu'il y a plein qui peuvent dire carbone neutre, oui, mais de quoi? En excluant ça, d'accord. Donc c'est très important dans tous ces sujets-là de décrire le périmètre et quand on parle de comptage, de décrire la méthodologie. C'est pour ça qu'on a voulu avoir une méthodologie détaillée, une méthode, et il n'y a pas une définition de qu'est-ce que ça veut dire carbone neutre ou net zéro, ce genre de choses. L'architecture. Parce que ça supprime une partie du besoin composant serveur traditionnel, ça optimise l'impact environnemental du service numérique. Alors. A et B. Je ne sais pas si vous avez des points à ajouter là-dessus, Sylvain ou Vincent. Pour l'instant, j'ajouterais que pour l'instant, le fait de dire que plus on va vers l'élasticité, vers le serverless, plus ça réduit l'impact. Pour l'instant, c'est une pétition de principe parce que personne n'a fait vraiment d'études de ça. Structurellement, bon, intuitivement, ça paraît que quand on aura le catalogue carbone, parfois des choses beaucoup plus simples pourront avoir un impact plus faible parce que typiquement, pour prendre un exemple, ça n'a juste pas de sens. Donc c'est pour ça que on va reprendre les éléments dans leur ensemble, voir si le besoin et la façon dont on va créer l'archi. Voilà, c'est tout. Merci à tous. Merci Sylvain, merci Vincent. Est-ce que vous avez d'autres questions? En fait, A et B s'appliquent. Alors là, on est sur des serveurs, hein, mais les remarques étaient pour avoir chacun leur matériel, alors qu'on dans une architecture justement mutualisée, ils auraient pu partager des machines. Alors évidemment, si tant est qu'ils n'ont pas besoin de les utiliser le même jour, hein. Souvent les moissonneuses c'est compliqué, mais on peut mutualiser des tas de choses dans des tas de domaines et avoir une architecture qui supprime effectivement beaucoup de composants, et ça s'applique à plein d'industries. Payer l'usage de la chose. Et soit l'autre option, c'est de payer quelqu'un pour faire aussi en même temps l'efficacité. Quelqu'un qui fait de la moisson tout le temps, a priori, il est plus efficace avec des outils entretenus comme il faut pour faire cette tâche en particulier que quelqu'un qui fait 50 tâches a priori. Et rupture de capacité. Alors évidemment, de plus, parce qu'il compense un autre qui diminue, et quantité de ressources disponibles. Donc parfois, on va anticiper nos capacités parce qu'il y a un événement particulier qu'on sait prédire et pour lequel on saura qu'on aura besoin de un serveur. La moissonneuse, c'est pas encore à l'API call, hein, mais parce qu'on est dans des objets bel et bien physiques qu'il faut transporter, tout ça. Donc oui, on augmente l'utilisation de cette ressource en moyenne, mais tout l'enjeu, c'est la concurrence d'accès. Je pense qu'on va clore le live ici.